Je ne suis pas anesthésiste, pas réanimateur, encore moins. Néanmoins, je vais vous parler d'une activité qui est importante dans votre pratique, c'est la transfusion sanguine. Cette transfusion sanguine, elle est pratiquée tous les jours. Néanmoins, elle a eu une histoire relativement longue et tumultueuse. Et un des événements qui a précipité cette histoire, c'est l'abominable massacre de 1914 dont je vais vous parler. La transfusion sanguine avant 14 est une discipline, un acte médical extrêmement primitif, rudimentaire, dont les indications, les méthodes, les résultats sont tout à fait imprécis. Néanmoins, à l'orée de la guerre des 14, un certain nombre de progrès avaient été déjà faits. Des progrès concernant l'acte chirurgical de transfusion sanguine, car on parlait à l'époque de l'opération de la transfusion sanguine. Et ces progrès, nous les devons à quelques chirurgiens dont on a fait mention tout à l'heure. Premièrement, Alexis Carrel, et ensuite Kreil, nous verrons ça tout à l'heure. Alexis Carrel, qui avait quitté sa faculté lyonnaise pour le Nouveau Monde, travaillait à l'Université de Chicago, avait mis au point un système de suture artério-veineuse, suture en 3 points, avec un surjet entre les 3 points, technique qui, l'histoire le dit, est-ce vrai, je n'en sais rien, lui avait été inspirée par quelques couturières lyonnaises. En tout cas, cet Alexis Carrel a été le promoteur de la suture artério-veineuse à usage transfusionnel. De la même façon, dans la même période, dans les années 1905-1910, George Kreil, chirurgien américain de Cleveland, avait amélioré un peu la technique de Carrel en mettant au point une canule qui permettait d'aboucher l'artère à la veine et de rendre transitoire et plus facile à faire l'anastomose, enfin la cannulation artério-veineuse. Ce George Kreil, nous en reparlerons plus tard, avait vu sa canule améliorée par divers autres chirurgiens, par Ellsberg en particulier, par Burger, qui avait mis au point des canules dérivées de la canule de Kreil et un peu plus facilement maniables, car il faut reconnaître que cette petite canule de Kreil était d'une manipulation relativement difficile. Vous voyez qu'à l'époque, une transfusion sanguine était une véritable opération nécessitant du matériel, nécessitant toute une équipe chirurgicale, avec l'abouchement, en général, d'une artère radiale du donneur à une veine céphalique ou basilique du pli du coude du receveur. Tout ça était bien sûr terriblement lourd, impossible à réaliser en milieu de chirurgie militaire auprès des combats. En outre, cette méthode ne permettait pas de mesurer précisément le volume transfusé. Et enfin, c'est une méthode qui n'était pas sans inconvénient pour le donneur, puisque, en général, on aboutissait à une lésion irréversible de l'artère radiale. Tout ça nous mettait très loin de la transfusion sanguine telle qu'elle est pratiquée de nos jours. Un acte chirurgical, oui, lourd, difficile à réaliser. Ainsi donc, un certain nombre de médecins, de chirurgiens plutôt, dans l'ensemble, se sont avisés de mettre au point des systèmes non chirurgicaux, des systèmes semi-directs, en
créant des appareillages qui mettaient en contact transitoire le vaisseau du donneur et le vaisseau du receveur. Nous parlerons là de Lindemann, de Unger, de Bernal, de Kimpton et de Brown. Lindemann avait mis au point le système indirect le plus rudimentaire avec un système de seringue en verre, un système de canule, et ainsi on canulait le vaisseau du donneur, le vaisseau du receveur, et avec la seringue, on aspirait successivement du sang du donneur pour le réinjecter au receveur. C'était un système qui était plus léger que le système de Kreil ou de Carrel, mais qui était encore terriblement rudimentaire. Il a été amélioré par Unger, chirurgien américain, qui a mis au point ce qu'on appelait le two-way stopcock, c'est-à-dire un système de seringue branché sur deux canules, une vers le donneur, une autre vers le receveur, avec une troisième voie qui permettait d'injecter du sérum salin dans les périodes où le sérum salin allait chez le receveur lorsqu'on prélevait le donneur et allait chez le donneur lorsqu'on injectait au receveur. Ce système a été encore amélioré par Bernheim, qui a mis au point un système assez voisin de celui-là d'ailleurs, dont je ne vous ai pas fait de reproduction car c'est finalement le même appareil dessiné un peu différemment. On arrive à quelque chose de plus amélioré avec le tube, l'ampoule de Kimpton-Brown. C'était une ampoule branchée sur un système d'aspiration et de refoulement, avec la terminaison de cette ampoule effilée, qui permettait une cannulation directe dans le vaisseau du donneur, que l'on retirait, et ensuite on réinjectait cela dans le vaisseau du receveur. Cette ampoule de Kimpton-Brown est en quelque sorte l'ancêtre lointain, primitif, mais l'ancêtre tout de même, des flacons de sang que les plus âgés d'entre nous ont connus et de la poche plastique actuelle. Cette canule, ce tube de Kimpton-Brown était lui-même enduit de cire, vraisemblablement pour ralentir les phénomènes de coagulation. Est-ce que ça les ralentissait beaucoup? Je n'en suis pas sûr, en tout cas c'était fait pour cela. Et la stérilisation de cette ampoule de Kimpton-Brown était faite avec un petit morceau de cire à l'intérieur qui fondait lors de la stérilisation et qui tapissait l'intérieur de l'ampoule. Avant la guerre, les freins à la transfusion sanguine n'étaient pas exclusivement techniques, évidemment. Bien d'autres freins existaient, en particulier dans les principes de compatibilisation qui étaient extrêmement rudimentaires, qui étaient naissants en quelque sorte, puisqu'on devait cela aux travaux de Landsteiner, de Ectoen. Ectoen, qui est un chirurgien curieux, chirurgien américain de Chicago, d'origine norvégienne, et qui le premier, en 1907, eut l'idée, une idée géniale peut-être pour l'époque, mais qui paraît bien triviale aujourd'hui, d'affirmer que pour qu'une transfusion se passe bien, il était préférable de prendre un donneur et un receveur du même groupe sanguin. Ottenberg, nous en reparlerons également, a contribué aux améliorations des méthodes de compatibilisation. Karl Landsteiner, nous le connaissons tous, médecin viennois, qui mit au point
un certain nombre de techniques d'agglutination qui lui permirent de vérifier que le sérum des individus et les globules rouges d'autres individus agglutinaient entre eux ou n'agglutinaient pas selon un certain nombre de règles qui lui ont permis de définir ce que de nos jours on connaît sous le nom de groupe ABO. 3 catégories, A, B et C, 3 catégories d'individus, avaient ainsi été déterminées. Incidemment, ce n'est qu'un détail, mais Landsteiner faisait partie du matériel d'expérience qui lui ont permis de faire cette découverte. Et on peut savoir, en relisant son article Princeps de 1901, que Karl Landsteiner était du groupe O. Ça ne change rien à la marche du monde, mais enfin, c'est comme ça. Ce Karl Landsteiner, avec ces 3 systèmes, ABC, puisqu'il les avait appelés ABC, c'est ensuite devenu ABO, mais c'était au départ ABC, a eu le génie, tout de même, de penser que ces phénomènes d'agglutination n'étaient pas des phénomènes pathologiques, ce que l'on croyait depuis quelques années avant, mais des phénomènes normaux en fonction des individus. Et que tels individus agglutinaient les hématies de tels autres individus, permettant ainsi de catégoriser l'ensemble de la population en 3 groupes. Le 4e, le groupe AB, n'avait pas encore été découvert, puisque Landsteiner, dans son analyse Princeps, avait un petit nombre de donneurs et il n'y avait pas de AB. Ça a été découvert quelques années après, en 1902, par Sturli et de Castello. Mais il ne faut pas croire que la découverte de Landsteiner a eu une influence transfusionnelle importante. Non, car la transfusion sanguine, à l'époque, était extrêmement sporadique, et en outre, Landsteiner n'était pas clinicien du tout, et il faut relire son article Princeps de 1901 pour se rendre compte qu'il ne parle pas, dans son article, des applications transfusionnelles de sa découverte, hormis à la dernière phrase, où il murmure en quelque sorte que cette découverte aura peut-être une influence sur la facilité à réaliser des transfusions sanguines. Mais ça n'est pas du tout son obsession, son préoccupation première. Ce Karl Landsteiner a eu un fils dont M. Gentilly n'a pas parlé, mais il aurait pu le faire, car ce Ernst Landsteiner, fils de Karl, lui-même chirurgien, a participé en 1945 avec Charles Hufnagel aux premières réalisations de greffe de rein, greffe de cadavres, greffe de rein de cadavres. Ce Ernst Landsteiner est devenu ensuite professeur de chirurgie. Bref, c'est l'histoire. Deuxième protagoniste, c'est Ruben Ottenberg, un grand nom de la transfusion sanguine, méconnu, mais un grand nom de la transfusion sanguine. Il était d'origine allemande, bien sûr, il était médecin à New York, et il a eu un certain nombre d'idées importantes. C'est le premier qui a soupçonné la transmission génétique des groupes sanguins, sur le mode mendélien, car à l'époque, évidemment, on constatait l'existence de ces groupes, mais on n'avait aucune notion de leur transmission génétique. Ce qui permet, incidemment, d'être certain que ni M. Landsteiner, le père de Karl, ni Mme Landsteiner, la mère de Karl, n'étaient du groupe AB. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais nous le savons maintenant. Deuxième travail important de Ruben Ottenberg, c'est qu'il a amélioré
les méthodes et les impératifs de compatibilisation transfusionnelle en créant la notion de donneur universel, notion qui est toujours en vigueur. Elle date de 1911, elle est due à Ruben Ottenberg et elle concerne les donneurs du groupe O, vous le savez. Troisième grande idée de Ruben Ottenberg, c'est qu'il a été le premier à préconiser chez les donneurs de sang, chez tous les donneurs, la réalisation d'un test de Wassermann pour s'assurer qu'il n'était pas syphilitique. Donc, on peut considérer que c'est véritablement le créateur de la sécurité transfusionnelle. Voilà l'état des groupes sanguins avant la guerre de 14, le travail originel de Karl Landsteiner avec ses 3 groupes ABC, Jansky, qui était un psychiatre pragois, qui en 1907 avait eu l'idée de comparer les groupes sanguins avec l'état psychiatrique de ses patients. C'est une idée qui est à la mode, hein, mais il se demandait s'il y avait plus de schizophrènes, plus de dépressifs chez les sujets A, B ou C. Je ne sais pas quelles sont ses conclusions. Son article a été rédigé en tchèque, que je ne lis pas. Toujours est-il que ça lui a permis de proposer une nouvelle classification en 4 groupes, 1, 2, 3, 4. Un peu plus tard, Moss, un médecin américain, a lui aussi proposé une classification des groupes sanguins, 1, 2, 3, 4, mais vous voyez que les numérotations ne sont pas dans le même ordre. Le 1 de Jansky et le 4 de Moss, le 4 de Jansky et le 1 de Moss, bref, c'était une cacophonie pas possible. Et il a fallu attendre 1927, c'est-à-dire après la guerre de 14, pour que la Société américaine d'immunologie propose une classification qui est devenue internationale en 4 groupes O, A, B et AB. Et pendant toute la guerre de 14, on a fonctionné dans cette situation cacophonique où certains parlaient de groupe 1, d'autres parlaient du groupe 4, selon qu'ils étaient d'origine européenne ou d'origine américaine. D'autres phénomènes étaient encore non résolus, en particulier les phénomènes de coagulation. Ces phénomènes de coagulation, on les avait déjà vaguement ébauchés en induisant de cire le tube de Quinton-Brown. On utilisait aussi pour le matériel, dans les seringues, dans les canules, des enduits de paraffine, des enduits de vaseline. Tout cela était censé ralentir les phénomènes de coagulation et permettre un passage plus facile entre le sang du donneur et le sang du receveur. On avait également utilisé des extraits de glandes cervicales de sangsue, utilisant sans le savoir l'irudine, qui est un anticoagulant actuel. On avait utilisé aussi, mais uniquement chez l'animal, des sels de sodium. Alors là, c'est une véritable découverte à répétition. On s'est rendu compte que le phosphate de sodium diminuait les phénomènes de coagulation, puis l'oxalate de sodium quelques années après, puis le citrate de sodium. Ce citrate de sodium, ses effets anticoagulants étaient connus depuis 1893, avaient été redécouverts en quelque sorte en 1902, puis en 1911, mais on n'avait pas osé passer à l'expérimentation humaine. Pourquoi? Eh bien parce que la faible maîtrise des doses, des quantités de citrate de sodium à utiliser aboutissait à des complications cardiaques, des troubles du rythme, des arrêts cardiaques liés aux perturbations dans le métabolisme du calcium qui avaient dissuadé les transfuseurs à utiliser ces méthodes d'anticoagulation. Néanmoins, l'homme est toujours ainsi. Un jour ou l'autre, il y en a un qui passe à l'acte. Et en l'occurrence,
c'est Albert Hustin. Albert Hustin, chirurgien belge, natif de Virton, pas loin de la frontière française, ayant fait ses études à Bruxelles, puis des stages dans les grandes universités européennes et américaines de l'époque, et il s'est retrouvé chirurgien à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles, où il a eu l'audace, un jour de mars 1914, de transfuser un patient atteint d'anémie sur hémorragie digestive avec du sang anticoagulé par du citrate de sodium. Alors, les mélanges étaient quand même un petit peu curieux pour l'époque. 150 ml de sang, 150 ml de solution de glucose avec 0,3 g de citrate de sodium. Son travail a été publié au mois d'août 1914, le 6 août 1914. À cette époque, la guerre venait d'éclater, donc l'audience de ce travail est passée loin derrière l'importance de la guerre. D'autres avaient osé, mais un peu plus tard, Agot, qui était un chirurgien argentin, qui a fait la même chose, à peu près, au mois de novembre 1914. La guerre était déjà bien enclenchée, et cet Agot a eu l'élégance, pensant être le premier à réaliser cette expérience d'usage de sang citraté chez l'homme, d'en avertir les représentants diplomatiques des différents pays belligérants, en leur précisant que cette découverte, cette première tentative, aurait peut-être une influence sur le traitement des blessés de la guerre. D'autres ont également eu cette audace en 1914-1915, Levison en particulier, Weil, mais le promoteur, le premier, c'est indiscutablement le Belge Albert Hustin. Et puis, le 3 août 14, la guerre. Cette guerre éclate, guerre horrible, de 1561 jours jusqu'au 11 novembre 18, qui fit plus de 10 millions de morts militaires, près de 9 millions de morts civiles. Ces chiffres sont abominables. On compte 1 400 000 tués dans l'armée française, ce qui, lorsqu'on divise par 1561 jours, fait 900 morts par jour. 900 morts par jour pendant 1561 jours. Avec des variantes, évidemment. Des variantes importantes. Mais pour l'armée française, en tout cas, les premiers mois de la guerre, les premières semaines, ont été particulièrement meurtrières, puisqu'on signale 6 000 soldats français tués chaque jour, du 3 août à la fin de la bataille de la Marne, au milieu du mois de septembre 1914, avec un jour particulièrement noir, le 22 août 14, où 27 000 soldats français ont été tués le même jour. Alors bien sûr, ça n'a pas concerné que la France. On compte 43 000 soldats belges, 885 000 soldats anglais, 2 millions de soldats allemands, plus d'1 million de soldats austro-hongrois, 650 000 soldats italiens. Bref, la liste est interminable, la liste est abominable. Et pourtant, cette horreur absolue a eu quelques bienfaits. L'horreur a toujours quelques aspects positifs. C'est qu'elle a constitué un formidable accélérateur des besoins transfusionnels d'une part, donc de la technologie transfusionnelle. Les premières années de guerre ont été tout de même peu transfuseuses, car les chirurgiens, les médecins militaires français, anglais, allemands, étaient peu transfuseurs.
peu transfuseur faute de pratique régulière, puisque la transfusion était quelque chose d'extrêmement sporadique, par faute de pratique, par crainte de l'accident hémolytique, car, vous le savez, les règles de compatibilité étaient encore très rudimentaires, et par préférence pour la réanimation des soldats blessés, choqués, du sérum salé qui était infiniment plus manipulable, plus maniable que le sang. Et les premières années de guerre, les premiers mois surtout, ont été peu transfuseuses. Quelques noms pourtant apparaissent. Un nom français, Émile Jeanbrot, et quelques noms canadiens, Bruce Robertson, Edward Archibald et Walter McLean. Émile Jeanbrot, nous connaissons tous de nom, bien sûr, né à Alès, fit ses études à Montpellier, est devenu professeur de chirurgie à Montpellier. C'était un chirurgien urologue qui est à l'origine de l'école urologique de Montpellier, de la création de la clinique des maladies des voies urinaires à Montpellier. En 1914, il a déjà 40 ans passés, il est néanmoins mobilisé comme chirurgien à Biarritz, et c'est là, le 16 octobre 1914, qu'il réalise la première transfusion sanguine de l'armée française sur le soldat Henri Legrain, amputé d'une jambe, gravement anémique, et il le transfuse selon la méthode de la canule d'Ellsberg, qui est une amélioration de la canule de Kreil, et cette opération réussit pleinement, puisque le soldat Henri Legrain est décédé en 1987 à l'âge de 97 ans. Finalement, pour une première transfusion dans l'armée française, c'était une bonne réussite. Émile Jeanbrot continua à pratiquer des transfusions sanguines selon diverses méthodes, la canule d'Ellsberg, le tube de Kimpton-Brown, qu'il utilisait beaucoup, qu'il affectionnait beaucoup, dont il avait conçu une amélioration, une variante. Et en tout cas, il fait état de 54 cas personnels de transfusion sanguine dans une publication de mai 1917. Mais néanmoins, dans l'armée française, dans les premiers mois de la guerre, les transfusions ont été extrêmement rares, puisque l'on compte 44 transfusions sanguines du 3 août au 31 décembre 1914 dans l'armée française. La méthode de Jeanbrot, la voilà, c'est le tube de Kimpton-Brown amélioré, dans lequel il mettait un peu de citrate de sodium pour empêcher la coagulation, ce qui fonctionnait probablement mieux que la pellicule de cire initiale du tube de Kimpton-Brown. On voit ici l'aspiration du sang chez le donneur en haut et l'injection du sang chez le receveur en bas par le même embout de l'ampoule de Kimpton-Brown. Ces premières années de guerre ont été également marquées par ce que l'on appelle la Blood Canadian Trinity, c'est-à-dire les 3 médecins canadiens qui ont été promoteurs de la transfusion sanguine dans le corps expéditionnaire canadien et finalement assez vite dans l'armée anglaise en général. Parmi ces 3, le plus marquant est assurément Bruce Robertson, dont nous allons reparler. Edward Archibald n'est pas négligeable, car c'est le premier qui a réalisé dans l'armée canadienne une transfusion de sang citraté. Quant à Walter McLean, c'était également un promoteur de la transfusion sanguine, un transfuseur assidu, mais sa carrière s'est tragiquement interrompue en 1917
lorsqu'un avion allemand a eu la déplorable idée de larguer une bombe sur l'hôpital de campagne où il travaillait. Bruce Robertson, né à Toronto, de parents d'origine écossaise, fit ses études à Toronto et, après être docteur en médecine, chirurgien, il part faire des stages aux États-Unis, à New York en particulier, à l'hôpital Bellevue où travaillait Edward Lindemann. Et c'est là où, vraisemblablement, il s'éveille avec Edward Lindemann à la transfusion sanguine. En 1914, il s'engage dans le corps canadien et il arrive en Europe en 1915, au début de 1915, où il travaille comme chirurgien d'abord dans un hôpital de l'arrière sur le sol britannique, et ensuite, beaucoup plus près du front, en Belgique, dans la petite partie de la Belgique à Poperinghe, petite partie de la Belgique qui n'était pas envahie par l'armée allemande. C'est un ardent promoteur de la transfusion sanguine qu'il utilise selon la méthode de Lindemann, puis selon la méthode de Quinton Brown, et ensuite avec l'usage du sang citraté. Et il fait état d'un assez grand nombre de transfusions, une cinquantaine de transfusions, une soixantaine même, dans des publications qu'il a écrites pour le British Medical Journal et le Lancet. Parmi les protagonistes de la transfusion sanguine, dans ces premières années de guerre, 14-16, il y a eu aussi les États-Unis, puisque ces États-Unis ont eu un rôle médical. Ils n'étaient pas en guerre, puisqu'ils sont entrés en guerre le 6 avril 1917. Néanmoins, les États-Unis avaient mis à disposition l'hôpital américain de Neuilly pour des blessés anglais ou français de la guerre, et ils avaient ouvert ce que l'on appelle l'ambulance américaine à ce qui est maintenant le lycée Pasteur à Neuilly. Et dans cette ambulance américaine, des équipes chirurgicales, médico-chirurgicales, venaient pour des périodes de quelques mois des plus grands hôpitaux américains. Sont venus à ce moment-là M. Bette-Vincent, la méthode de Bette-Vincent d'agglutination des hématies pour déterminer le groupe sanguin est toujours utilisée. M. Harvey Cushing, grand chirurgien, et George Cray lui-même, qui ont passé quelques mois, les uns et les autres, à l'ambulance américaine de Neuilly. Et puis surtout, dans les périodes 1915-1916, travailler à l'Institut Rockefeller, Peyton Roos et Joseph Turner, qui mirent au point une solution de conservation du sang, solution de conservation des hématies, en utilisant la solution de Locke, qui est un liquide de Ringer, de Ringer, un peu amélioré, solution de Locke, additionnée de citrate de sodium et de sucre. Il prenait du saccharose d'abord, puis du glucose. En tout cas, cette solution, ce milieu de Roos-Turner est l'ancêtre très ressemblant d'ailleurs de la solution ACD que l'on utilise toujours pour le recueil du sang chez les donneurs. Donc ce Peyton Roos a été indiscutablement un des grands bienfaiteurs de la transfusion sanguine pendant la guerre de 14. Il a eu le prix Nobel, lui aussi, en 1966, mais pas pour ça. Pour, vous le savez, la découverte des virus oncogènes, comme quoi ce Peyton Roos était tout de même un savant d'une large envergure. Les premiers enseignements de ces deux premières années de guerre, 14-16, sont les suivants. D'abord, le sang s'est avéré être très supérieur au sérum physiologique dans le traitement des malades, enfin des blessés, des traumatisés de guerre, et il constitue une excellente préparation
à la chirurgie de guerre lourde. Deuxième enseignement, c'est la nécessité d'utiliser des volumes sanguins assez conséquents, beaucoup plus que ce que l'on peut utiliser actuellement, où on utilisait dans ces situations environ 700 millilitres de sang. Et troisième enseignement, troisième série d'enseignements, c'est qu'on a pris conscience des accidents hémolytiques, avec la nécessité d'une compatibilisation de bonne qualité. On a pris également conscience de la nécessité de prendre des donneurs en bonne santé avec le risque de maladies infectieuses, risque de syphilis, qui avait déjà été évoqué par Rothenberg, je vous l'ai dit, risque de paludisme. Et Émile Genbreau avait cette formule qui de nos jours paraîtrait un peu douteuse sur le plan moral, d'éviter le tirailleur sénégalais comme donneur de sang. Pourquoi? Parce que le tirailleur sénégalais était souvent aussi un porteur du paludisme. Les Américains entrent en guerre le 6 avril 1917, mais il faut du temps pour qu'ils s'installent. Et le corps expéditionnaire arrive peu à peu, se met en place pendant l'été 1917, et les premiers morts de l'armée américaine sont du 3 novembre 1917. 3 tués dans un petit village de Meurthe-et-Moselle, à Batélémon-les-Beausémonts, où il y a encore, vous le voyez, une stèle derrière l'église de Batélémon-les-Beausémonts. Cette stèle, cette photographie date des années 1920, et l'église était encore ruinée. Elle n'est plus dans cet état aujourd'hui, bien sûr. Cette entrée en guerre des États-Unis va être marquée par diverses évolutions. Le rapide déclin des méthodes chirurgicales, trop lourdes, trop longues, trop difficiles. Le triomphe du sang citraté et, en conséquence de tout cela, une augmentation considérable des transfusions sanguines réalisées sur des blessés de guerre. Et cette augmentation considérable, ces changements, on les doit principalement à un médecin américain, c'est Oswald Robertson. Cet Oswald Robertson était né en Angleterre, de parents anglais, qui avaient émigré en Californie alors que Robertson avait 2 ans. Il fit ses études en Californie. Il est médecin à Harvard Medical School. Il n'est pas chirurgien. Et à l'occasion de ses stages postdoctoraux, il travaille à l'Institut Rockefeller avec Peyton Roos et Joseph Turner, où il s'initie à la pratique du sang citraté. Ce Robertson arrive en France au mois de mai 1917, et là, en relation épistolaire étroite avec Peyton Roos d'ailleurs, il met au point l'usage du sang citraté. Il met également au point un système autonome de flacons de verre que l'on appelle les Robertson Flasks. Ces flacons de verre permettent de préparer à l'avance un certain nombre d'hématies de groupe O, le sang de groupe O, puisque Ruben Rothenberg avait démontré en 1911 que ces sujets de groupe O étaient donneurs universels, et ces flacons, conservés dans des caisses en bois avec de la glace tout autour, constituent la première banque de sang de l'histoire. Et ce Robertson est le premier transfuseur à la façon moderne, avec derrière lui une banque de sang à utiliser en fonction des besoins. Cette banque de sang fonctionne dès le mois de novembre 1917, à l'occasion de la bataille de Cambrai. Cette banque de sang, elle est utilisée d'abord dans l'armée américaine, mais très rapidement, les Britanniques s'y intéressent, et un système équivalent est créé dans l'armée britannique, dans le service médical de l'armée britannique, avec des flacons individualisés,
avec une petite caisse en bois individuelle pour chaque flacon, avec dans la caisse les tubulures, les canules. Et cela, on le doit à un médecin britannique, le docteur Geoffrey Keynes, qui n'était ni plus ni moins que le frère du célèbre économiste John Maynard Keynes. Donc vous voyez, le frère plus connu que Geoffrey Keynes, mais néanmoins, Geoffrey n'a pas démérité quant à l'influence sur la vie future des gens. Voilà la méthode de Robertson, dans la première manière, où le sang est recueilli sur un flacon contenant du citrate de sodium, et ensuite ce sang est réinjecté au receveur par l'intermédiaire d'une ampoule qui permet le passage du donneur au receveur. Et voilà le flacon de Robertson, Robertson Flask, avec le flacon de verre, la tubulure pour le donneur, la tubulure pour le receveur, un système de pompe d'aspiration et d'injection, et préparer à l'avance, dans le flacon stérile, le citrate de sodium. On peut ainsi préparer à l'avance des flacons de sang qui seront utilisés en fonction des besoins, pas loin du champ de bataille. Qu'en est-il maintenant de la transfusion sanguine dans les armées allemandes? Car, vous savez, l'Allemagne, à l'époque, n'était technologiquement en retard sur personne, compte tenu des progrès technologiques et médicaux. Et bien pourtant, la transfusion sanguine a été peu pratiquée dans l'armée allemande, et ceci tout au long de la guerre. Différentes recherches que j'ai pu faire ont montré que des transfusions ont été faites, oui, selon les techniques similaires aux techniques utilisées chez les Alliés, transfusion directe, transfusion semi-directe par canule et par seringue, transfusion de sang citraté, mais néanmoins, le nombre de ces transfusions est resté extrêmement limité. On fait état de 114 transfusions répertoriées dans les années 1917 et 1918 dans l'armée allemande, ce qui est très peu. Il y en a probablement eu plus qui n'ont peut-être pas été répertoriées, mais néanmoins, au total, l'armée allemande a été peu transfuseuse et l'est restée jusqu'à la fin de la guerre. Néanmoins, on peut extraire de cette situation un personnage un peu particulier, qui est Leo Elösser, un Allemand, né à San Francisco de parents d'origine allemande, ayant fait ses études en Californie, puis ses études de médecine en Allemagne à Heidelberg, étant reparti ensuite aux États-Unis, où il devient professeur de chirurgie à Stanford School of Medicine, et en 1914, probablement pris par le désir de servir son pays d'origine, il repart en Allemagne, où il devient chirurgien dans les armées allemandes, et là, il s'avère un promoteur important de la transfusion sanguine dans l'armée allemande. Pourquoi? Vraisemblablement parce qu'il avait été en contact de chirurgiens plus transfuseurs parmi les chirurgiens américains que parmi les chirurgiens européens. Il est donc chirurgien dans l'armée allemande, il met au point un système assez voisin des seringues de Bernheim qu'il utilise dans sa pratique chirurgicale. Et en 1917, à l'entrée en guerre des États-Unis, repris par le loyalisme de son origine, puisqu'il était américain, il quitte l'armée allemande et il repart en Californie, où il exerce son métier de chirurgien auprès des patients civils américains. En conclusion, que dire de tout cela? C'est que la transfusion sanguine, pendant la guerre de 14, est restée une méthode
extrêmement marginal. Avec un nombre de transfusions faible, quelques dizaines au tout début de la guerre, ce nombre s'est accéléré ensuite à partir de fin 1917 et en 1918 pour atteindre quelques milliers à peine. Un peu plus de 1000, 2000 peut-être, mais guère plus. Ces conditions transfusionnelles sont restées extrêmement frustes, avec des méthodes diverses, souvent rudimentaires, pratiquées dans des conditions d'asepsie qui, de nos jours, feraient frémir. En outre, c'est resté une méthode presque exclusivement, en tout cas jusqu'à Oswald Robertson, chirurgicale. C'est une méthode dont l'efficacité n'a été que très grossièrement évaluée, et à côté du miracle du soldat Henri Legrain transfusé par Émile Jeanbrot, on peut penser qu'il y a eu des transfusions inutiles, des transfusions mal supportées, des morts par accident d'hémolyse. Bref, l'évaluation précise de la valeur de la transfusion pendant la guerre n'a jamais été faite. Et enfin, les effets indésirables, eux aussi, ont commencé à être vaguement évalués. Les effets de la syphilis, les effets du paludisme, mais les effets bactériens, les effets viraux, tout cela n'était absolument pas connu. Et pourtant, de l'horreur de cette guerre est jaillie quand même une certaine étincelle, née des besoins gigantesques qui ont permis de structurer, de rapprocher, de développer les méthodes rudimentaires qui étaient utilisées jusqu'alors. Et ainsi, on a pu constater, et c'est le grand progrès de cette guerre, que pendant la guerre de 14, il y a eu une espèce de déchéance métaphysique du sang qui a perdu son statut de fluide vital, de principe de vie, pour devenir, à l'américaine, un objet d'utilisation, un objet thérapeutique qui est analysable, quantifiable, qualifiable, améliorable. Et cette déchéance métaphysique du sang, passée de principe de vie à simple fluide commercialisable, nous la devons à quelques jeunes médecins ambitieux de l'armée américaine et canadienne, les Robertson, Oswald et Bruce Robertson, principalement. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, les donneurs étaient beaucoup de monde, pas les tirailleurs sénégalais, encore que je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas pris certains tirailleurs sénégalais, mais on prenait ce que l'on appelait des éclopés, c'est-à-dire, dans le jargon militaire de l'époque, des blessés légers. Et on prenait aussi le personnel médical. Et je peux vous livrer une anecdote qui n'a pas directement à voir avec la guerre de 14, mais un peu, c'est que le premier général français transfusé, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est le général Gallieni, qui a été transfusé après une opération sur la prostate en 1916, et le donneur était le chirurgien qui l'avait opéré la veille. Donc, le corps médical était mis à contribution largement à cette époque-là.